Alors, la séance d'aujourd'hui s'appelle Composés dérivés. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, je placerai en exergue à chaque cours une citation. La citation de la semaine dernière, je la rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, était une citation du peintre Soulages qui dit simplement ceci: « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche ». Elle est très belle, n'est-ce pas? Et celle d'aujourd'hui, je l'aime beaucoup aussi, elle est de Nietzsche. Elle est très courte, hein. Elle tient en 3 mots, exagérer ses défauts. Elle est très bien également. Alors, la semaine dernière, j'ai abordé différentes questions, en particulier celles concernant le penser, les formes de la musique, hein. Aujourd'hui, je vais dériver sur quelques notions afférentes au jeu et avec quelques notions afférentes à l'art de dériver. En effet, composer, construire, c'est jouer. Mais ce jeu n'est pas exclusivement au service de la pure question en jeu dans le jeu, puisqu'il est soumis ici à l'acte de construire. Évidemment, il n'est pas question pour moi de négliger ou de réfuter ce qui pourrait se construire dans le jeu au sens premier du mot. Par exemple, qu'est-ce qui se construit dans un jeu d'enfant? Mais à la vérité, on le sait bien, nous ne sommes jamais si loin d'un jeu d'enfant avec la musique. Et je vais m'intéresser à vous exposer un jeu qui m'est cher et dont je fais toujours un grand usage dans mon travail, qui est dérivé. Par exemple, l'opéra que je suis en train de faire pourrait très bien illustrer quelques penchants de cette tendance à dériver. Il y a 2 personnages. J'ajoute que l'opéra s'appelle Passion, il sera créé au mois de juillet 2008. La Passion, on y retourne donc. Mais la Passion, quelle passion naturellement? Alors il y a 2 personnages qui portent les noms suivants. Vous êtes les premiers à qui je raconte ça au fond, puisque je ne communique pas sur cet opéra pour l'instant, puisqu'il n'est pas fini, il est en train de se faire. Il y a donc 2 personnages, lui et elle. Ce sont leurs noms, en italien très exactement, parce que le texte est fait à partir de beaucoup de matériel italien, donc ils porteront les noms suivants, lei et lui. Alors, lui est projeté dans un chemin qu'il ne connaît pas, et chacun de l'un, donc avec sa compagne l'autre, lei, est attiré par l'autre, mais chacun s'éloigne de l'autre par un chemin dérivant. C'est comme un Orphée à l'envers, si vous voulez, mais dans cette histoire-là, elle ne remonte pas, elle dérive. Vous pourriez m'objecter qu'il s'agit là d'une situation littéraire et ou assez banale de la vie, bien éloignée de la musique. Et vous auriez raison, car il ne s'agit pas là du sujet du jour, puisqu'il n'est absolument pas question de parler d'opéra ce soir. Et pourtant, j'en reparlerai. Nous ne sommes là ni dans la musique et encore moins à l'opéra. Il n'empêche, composer de la musique ressemble quelquefois à cela. Mais qu'est-ce qu'une dérive? Et que peut bien recouvrir ce terme? On pourrait définir la dérivation comme une notion relative à un moyen d'inventer un nouveau chemin par une attraction opposée. Quelque chose pousse sur le côté et devant. Dériver, ce serait avancer devant tout en s'écartant de sa direction. C'est un terme que les marins connaissent bien. Lorsqu'un bateau s'écarte de son chemin, il dérive. Ainsi, un bateau dérive sous la poussée du vent ou des courants, etc. Et même si ce mot recouvre aussi quelques sinistres questions de balistique utilisées par les militaires, le mot dériver fait plutôt penser à l'eau. On dit faire dériver le lit d'une rivière. Le sens de ce mot implique l'idée d'une autre direction. Cela veut dire faire continuer une force vers une autre destination que sa force primitive supposait. Cela présume donc que les forces, qui sont donc celles qui meuvent et transforment la matière, lapsus assez bien, il est bien ce lapsus, sont détournées de la direction qu'elles auraient naturellement prise. Cette dérivation est aussi quelque part une division
lorsque je parle, et vous l'avez sans doute remarqué, j'utilise un peu à mon corps défendant une technique de langage dérivante. Je ne cherche jamais, j'en avais parlé la semaine dernière déjà, à architecturer mon discours sur une idée centrale et centralisante, mais au contraire, à créer des embranchements par ramifications successives, un peu comme celles que nous pouvons observer dans la nature. Disons que c'est ma nature. Néanmoins, ces modèles branchus ne sont pas des arbres. Dans l'arbre, il y a un modèle architectural, puis dans la croissance de cet arbre, il y a copie du modèle et d'autres modèles de copie qui s'agglomèrent. À la fin, le modèle de base a disparu. Tout semble inanalysable, mais au fond, tout reste interconnecté par un processus unique. Ce que je cherche dans ma musique est une hétérogénéité de mouvements qui toujours tente d'atteindre un rivage opposé à son origine. Mais en musique, que pourrait être une dérive? Et pourquoi dériver? En composition, on apprend, ou on apprenait, d'abord à transformer un thème par la variation. Je vais employer le mot variation, je dirais, par extension à la question de la variation telle qu'on peut en parler dans la musique, même si évidemment je parlerai précisément de ce mot dans quelques instants à travers la question de la musique. Par exemple, nous avons un thème et nous lui faisons subir une transformation progressive jusqu'à en oublier son état original, originel, devrais-je dire. Ces transformations peuvent être très variées et affecter le rythme, les hauteurs, l'harmonie ou son accompagnement et même le timbre. Naturellement, ces procédés peuvent s'interconnecter et se combiner l'un à l'autre. La variation est à mon sens une technique difficilement formalisable et heureusement assez empirique même, mais reste l'un des procédés les plus féconds de la musique occidentale. Elle a cependant donné naissance à des formes spécifiques comme la chaconne, qui est une forme, si on peut dire, basée sur la répétition et la variation d'un thème comprenant en général 4 ou 8 mesures avec reprise, ou la passacaille, qui est souvent une pièce de plus grande proportion, lente, majestueuse, basée sur la répétition et la variation d'un thème avec basse obstinée. Dans notre tradition, le développement est assimilé à la variation. La forme est le réceptacle des mécanismes et, comme nous dit André Boukourechliev, détermine les champs d'action des modifications d'un matériau plus ou moins défini. Pour prendre un exemple qui semble banal, la 5e symphonie de Beethoven, vue sous un certain angle, est une gigantesque série de variations sur un principe rythmique de base. Appelons cette notion générale de variation implicite. Au sein de ce principe général, notre civilisation musicale a constitué en outre une forme stylistique spécifique de la variation. Ses règles et ses sous-catégories l'ont régie avec plus ou moins de rigueur et ont fortement évolué à travers les époques. Rares sont les compositeurs qui n'ont pas sacrifié à cette forme explicite de la variation sur un thème, tant dans leurs œuvres écrites que dans leurs improvisations en public. Autant dire des variations sur un sujet donné par le prince, l'auditoire ou l'artiste lui-même. Ce rituel était considéré comme permettant au musicien de faire valoir son art intégralement. Boukourechev aussi différencie deux catégories de pensée variantes, enfin de variations. Celle qu'il appelait la variation mécanique, en donnant l'exemple de Haydn, et une autre qui va nous intéresser ici, à certains égards, on y retrouvera quelques-unes des réflexions afférentes au nom que je vais donner, à la variation chimique, c'est-à-dire la variation quelque part par l'intérieur qui ne reproduit pas les éléments de base du thème, par exemple, qui va s'interconnecter dans un tout autre espace. Mais peu importe le processus requis pour transformer la matière ou le thème. Aujourd'hui, nous retrouvons ces mêmes caractéristiques dans les musiques les plus différentes stylistiquement. Par exemple, le jazz. Le jazz, c'est une fantastique machine à varier les thèmes. Mais
Il convient de modérer cette assertion, à mon sens, car le jazz, c'est aussi oublier totalement son thème et peut opérer des ruptures brutales entre le thème et son traitement variationnel. Mais c'est au fond comme si la manipulation d'un motif devait non seulement contenir sa propre expansion, mais aussi prouver qu'il peut engendrer toutes les catégories d'identité contenues préalablement en son sein. Au début de mes années de jeune compositeur, et si je puis dire fort de ces réflexions, je me suis progressivement intéressé à plutôt construire par non-développement des machines très volontaires, animées par des dynamismes presque opposés, ceux auxquels je faisais référence plus haut. Et là, je vais dériver, déjà presque m'éloigner, mais pour moi, c'est revenir au centre, en reparler encore de Gilles Deleuze. Il fut pour moi une immense figure. Sa critique de l'arbre dans la préface à Mille plateaux, écrit avec Guattari, donc, reste pour moi un événement fondateur, en ce sens qu'il m'a permis de quitter le monde arborescent du penser la musique occidentale. Rhizome a agi sur moi comme un détonateur. En un mot, car toute tentative de résumer le geste deleuzien serait, à mon sens, une réduction de ses propos, Deleuze fonde avec Rhizome une critique que j'ai entendue comme une possible reformulation du développement musical, qui, lui, est toujours fondé sur une division, elle-même divisée, puis divisée encore. J'ajoute évidemment qu'il s'agit là d'une histoire privée, personnelle, c'est-à-dire que c'est moi, à ce moment, rencontrant ce livre, qui tout à coup résout des questions qui m'appartiennent. Naturellement, il ne s'agit pas pour moi de vous expliquer que j'ai trouvé une manière nouvelle de développer la musique, évidemment. Le modèle de la pensée développante, pour y revenir, est pour moi Brahms. Évidemment, on pourrait citer aussi Bruckner ou Mahler et bien d'autres, mais Brahms est probablement pour moi le plus grand styliste. Il en est presque un archétype. J'ajoute que j'adore Brahms. Comme quoi les contradictions peuvent être même à l'origine des pensées les plus inverses. Mais revenons à Deleuze et à sa critique de l'arbre. Il écrit « À la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Et chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Il met en jeu des régimes de signes très différents et même des états de non-signes. Le rhizome ne se laisse ramener ni à l'un ni au multiple. Il n'est pas fait d'unité, mais de dimension, ou plutôt de direction mouvante. Il n'a pas de commencement ni de fin, mais toujours un milieu par lequel il pousse et déborde. Il constitue des multiplicités. Il est très important que, et naturellement, je précise que la question deleuzienne ne relève pas d'un programme pour un compositeur. Je ne suis pas philosophe et je ne tenterai jamais de me placer sur ce terrain. En revanche, si la question du devenir est bien celle de Deleuze, elle est aussi celle de la musique. Il reste donc que cette simple phrase « le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque » eut pour moi des conséquences inattendues, en ce sens qu'elle me permettait d'imaginer une musique au contour déviant, non variationnel et pleine de soubassements, si j'ose dire, illogiques, eu égard les canons classiques et même contemporains qui continuaient à conserver leur corps. Soudainement, quelque chose allait permettre à mon imaginaire de déployer des forces agissant presque en tous sens, c'est-à-dire qui ne se préoccuperaient plus d'assimiler le discours musical à un ensemble de preuves, elles-mêmes édictées par une causalité. Mais
N'oublions pas que la variation n'est pas le privilège de la musique. Ainsi, en littérature, Proust, Duras, Kundera, Beckett, bien d'autres, naturellement, le cinéma. Je citerai pour moi les deux plus importants, enfin les deux plus importants pour moi, Fellini, Lynch, à certains égards Cassavetes, la photographie, Bill Brandt, Edward Weston, et plus généralement dans les arts plastiques, en particulier l'art sériel des minimalistes américains, Barnett Newman, Sol Lewitt, Donald Judd, etc. Du reste, reprenons l'exemple du cinéma de Fellini. Il m'arrive dans certaines scènes de son cinéma d'être frappé comme par des événements, comme tout s'enchaîne et rebondit, rit, voit, pleure. On comprend ce qui se passe et immédiatement on ne comprend plus. Tous les sons, les images se télescopent et rebondissent entre eux, les plans se croisent, se décroisent. Il y a comme une profondeur de champ où le devant est derrière et vice-versa. Il n'y a ni gauche, ni droite, ni centre. Les expressions des personnages changent à une extraordinaire vitesse, aussi leur vitesse de déplacement. Il est même quelquefois difficile de voir le sujet principal, et souvent, c'est presque dommage lorsqu'on le voit. Cette multiplicité est évidemment le sens. Elle est aussi le principe variationnel de la forme. Et en musique, il peut exister bien des corrélations avec ce que je viens de remarquer à propos de Fellini. Ainsi, la variation pourrait se comprendre et s'entendre sur la base de deux observations, le contexte ou l'espace dans lequel se meut la reconnaissance du sujet-thème et la différenciation du même, à ne pas confondre avec la répétition. C'est un principe général qui relève du principe de reconnaissance. Mais comment varier, dériver, reconnaître? Quels outils peut-on s'offrir lorsqu'on crée de la musique? Quels outils peut-on s'offrir à soi-même? Et là, je vais peut-être étonner mon ami Jacques Amblard, parce que je n'ai pas coutume au fond, il ne s'agit pas de dire, de dévoiler, mais enfin, tant je pense que ce dont je vais vous parler est une question privée. Mais vous allez voir à quel point elle peut rejoindre la musique même. Il m'arrive d'aborder des problèmes de forme qui ne sont pour moi que des jeux à variation, c'est-à-dire que je m'y confronte comme un joueur aime à jouer pour la pure beauté que peut énoncer la forme même du jeu. Par exemple, comment projeter un espace sur un autre, c'est-à-dire varier un espace musical par un autre? Et de quoi s'agit-il? Lorsque j'étudiais un peu l'architecture, je me suis beaucoup intéressé aux techniques de la vision axonométrique et à celle opposée de la perspective. Mais c'est l'axonométrie qui retenait mon attention, sans doute parce qu'elle est un jeu, une vue de l'esprit, plus qu'une tentative de représentation du réel. L'axonométrie est la projection d'un plan en 3 dimensions où les verticales sont toujours parallèles entre elles. La verticale se situe alors entre l'abscisse et l'ordonnée. Elles ont toutes la même hauteur et le même angle. Si par exemple on déploie un carré en axonométrie, le carré devient un cube, etc. On peut aussi parler d'axonométrie à 30 degrés, 60 degrés, mais toutes les lignes restent parallèles à elles-mêmes. La projection d'un plan dans l'espace en vision axonométrique se situe donc à l'opposé d'une vision perspectiviste qui propose à l'œil de recréer la forme par les lignes de fuite. Comme nous le savons bien aujourd'hui, la vision perspectiviste, cette volonté de représenter scientifiquement le réel, est née au Quattrocento. Auparavant, on ne savait pas utiliser les lois de la perspective. L'empirisme qui présidait à la représentation privilégiait la vision axonométrique. Mais au fond, la perspective est un trompe-l'œil. L'axonométrie, quant à elle,
est donc un mode de projection spatiale qui néglige et ignore les points de fuite et élève les volumes sans transformer leur relation de proportion. Je n'ai jamais dominé ces techniques. Jamais. Jamais. Et ça ne m'a jamais intéressé de dominer quoi que ce soit de ces techniques, parce que ce sont leurs principes qui me passionnent. Et j'y vois sans doute comme une dérivation et une extension à la technique même, une possibilité de jouer, avarier et transformer abstraitement les matériaux. Naturellement, c'est un écart. Il n'est pas question de proposer ici une théorie du transfert de ce modèle plastique et scientifique à la composition musicale. Une fois encore, c'est un jeu. Mais cette déformation de l'espace afin d'en proposer une représentation, c'est-à-dire une vision, je veux dire la possibilité de varier un espace sur un autre espace. Et lorsque j'entends espace, naturellement, j'entends espace de représentation sonore, mais pas uniquement sonore. Car ce qui m'intéresse, c'est le contexte général de la création, pas celui de la musique. En un sens, c'est comme si j'essayais de m'échapper de la musique au profit du principe même de la création. Si je puis dire, avant la musique. Néanmoins, et pour y revenir, le guet sémantique de la déformation à la transmutation d'un espace à l'autre, fût-il musical, était simple à franchir. On l'aura donc compris, je le répète, je ne tenterai pas de faire prévaloir la moindre tentative à prouver quoi que ce soit d'axonométrique dans ma musique. Ce serait faux et même absolument ridicule. Et je prie, s'il y a quelques architectes dans la salle, déjà de me pardonner. Mais j'aimerais digresser sur, c'est-à-dire dériver sur quelques phénomènes propres au monde de l'image et du reflet. Je vais vous montrer quelques images dont vous en avez une déjà depuis un instant, là, depuis le début, sous les yeux. Ça, c'est une axonométrie. Elle m'a été communiquée par mon grand frère Fabrice, qui est architecte. Je lui ai dit de m'envoyer une axonométrie assez simple, n'est-ce pas? Alors, comme vous voyez, tout est parallèle, hein, donc on n'est absolument pas dans une vision perspectiviste. Toutes les droites sont parallèles. Et si vous avez des plans un peu inclinés, c'est parce qu'il s'agit d'un bâtiment qui est en pente, hein, mais le principe de la gestion des parallèles est conservé. Ici, vous avez une autre axonométrie dans le sens inverse. Donc, vous voyez, c'est un groupe d'immeubles hein, en construction. Alors, moi, j'aime beaucoup ce type d'image parce que ce sont des apories, hein, au fond. Vous voyez, c'est une aporie pour moi. Alors, évidemment, encore une fois, s'il y a quelques architectes dans la salle, par pitié, ne m'en veuillez pas. Et j'aime beaucoup réfléchir sur cette question-là, sur ces principes-là, parce que toujours des conséquences adviennent dans ma musique. Et vous allez voir de quelle façon. Hein, cette aporie de représentation, à la vérité, existe aussi dans la question de la perspective. C'est-à-dire ce que vous voyez est représenté, mais ce n'est pas la chose qui est. C'est une représentation de la chose, etc. À ce sujet, j'ai eu une jolie surprise il y a ces derniers jours, à l'instigation de mon frère également, Fabrice, du Sapin. J'ai été contacté par un jeune architecte, une de ses élèves, qui m'a envoyé une chose très très passionnante que je vous montre, puisque j'en ai l'autorisation. Vous voyez, c'est un bâtiment qu'elle est en train de construire. Et alors ça, c'est une vision, il y a de l'axono, il y a de la perspective, il y a une espèce de fouillis merveilleux là-dedans, mais c'est une maison de la musique, vous voyez un petit piano là. Vous allez voir, vous allez voir. Mais c'est un très bon exemple, quand j'ai vu ces dessins, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Fabrice, mon frère, a eu le nez creux, comme on dit, parce qu'il savait très bien que j'allais réagir comme ça à la vue de ces dessins. Et vous voyez, cet ensemble de structures porteuses comme ça, évidemment, c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut.
Mais moi, je vois les choses. Ce que je veux vous livrer, c'est voilà, comment je vois ça, qu'est-ce que ça provoque, quoi, hein. Et alors, on a ces espèces de droites comme ça qui se courbent un peu. On imagine que ce sont des poteaux de soutènement. Et puis il y a toujours ce petit piano et ce fouillis merveilleux, là, ces mouvements, ces remous, un peu comme des lianes dans l'eau. C'est très aquatique en même temps. Ça m'a beaucoup intéressé. Vous voyez, alors elle m'a envoyé très gentiment et merveilleusement des dessins un petit peu différents. Donc là, on voit le bâtiment se construire. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que ces dessins, les formats numériques qu'elle m'envoyait, étaient intitulés « Musique en mouvement ». Alors, c'était assez merveilleux, et évidemment, je voyais cette musique en mouvement. Là, on a une chose beaucoup plus douce, là maintenant, on voit la forme se distinguer. Vous voyez, on sent que le projet qui n'est pas fini comporte apparemment des points de passage. Voyez, alors tout ça est très, très mystérieux et très beau. Et là-dessus, il y a 2 jours, elle m'envoie une lettre. Et vous voyez, là, c'est ça qui est, je trouve, merveilleux. Parce que, quelque part, ce que je tente de vous expliquer en vous disant comment je vais chercher les choses pour faire ma musique, eh bien, cette jeune femme, que je ne connais pas, m'envoie ceci. Pour vous expliquer un peu le projet, j'ai mis en œuvre cette salle en écoutant le Sacre du printemps, donc d'Igor Stravinsky. Il y a donc des correspondances entre les deux. Il y a comme un jaillissement qui donne naissance à un roulement de vagues. Ce mouvement fluide est lui-même subdivisé en 2 mouvements, l'un pour les spectateurs, l'autre pour les musiciens. Et ces mouvements progressent ensemble dans une sorte de lutte autour d'un centre très profond. C'est un peu comme une fugue. Ils fuient l'un devant l'autre, puis ils montent, puis ils s'échappent de ce centre et finalement s'en libèrent. On assiste à un soulèvement de la matière dans une grande tension entre l'horizontale et la verticale qui donne lieu à l'oblique. L'oblique donne le sens et le mouvement dans cet espace ascensionnel. Les poteaux font la médiation entre les mouvements et entre le haut et le bas. Tout est construit sur un rapport de progression mathématique intuitif. Alors ça, j'ai beaucoup aimé, ce qu'elle dit, c'est intuitif. Si on a 3 rapports successifs, non, parce qu'il y a une très grande liberté là-dedans. Si on a 3 rapports successifs, chacun est augmenté du tiers précédent. Après, elle m'expliquait, cette Gaëlle Métadier, qu'elle fait un film que je vais, j'espère, bientôt voir. Alors, vous voyez encore d'autres. Alors, voilà cet exemple pour vous expliquer que voilà une jeune architecte qui produit un dessin et qui va chercher, qui l'intitule Musique en mouvement, et qui va aller chercher dans son espace de représentation, dans le monde qui est celui de la musique. Et ça, j'ai été beaucoup touché par ça. Vous voyez, donc on a encore, là, le projet est probablement un peu en désordre. Je pense que j'ai mal classé ces fichiers. Puis alors, il y a toujours ce petit piano. Et voilà autre chose. Ce que j'aime là, c'est que ce que l'on voit, c'est-à-dire ce que l'appareil voit, n'est pas la chose. Hein? Vous voyez bien que c'est comme un endroit et que votre œil est obligé de... C'est comme si au départ, on avait une axonométrie de fait et que votre œil la convertissait, oui, dans une perspective, puisque on voit bien que les droites vont se rejoindre. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est ça, quoi. C'est-à-dire ce carré qui n'en est plus un. Alors j'ai un autre frère architecte, Arnaud, qui m'a dit la semaine dernière, il me dit oui, mais tu triches un peu, parce que tu vois bien que ça, c'est un petit peu en biais normalement, et qu'il y a probablement une irrégularité là qui va créer ce quadrilatère. Bon. Il n'empêche que s'il avait été tout à fait droit et tout à fait carré, on aurait quand même quelque chose d'approchant. Et j'aime cette chose, et quand je fais des photographies comme ça, c'est bien pour aller chercher quelque chose qui, au fond, tente de rejoindre un espace de représentation musicale en ce sens qu'il ne se préoccupe jamais de la question du réel. Et moi, quand je vois ça, j'y suis, vous voyez. J'en ai d'autres à vous montrer, par exemple celle-là aussi, qui est plus, on va dire, il y a plus de dramatisme dans la photo, mais c'est une autre analyse. Vous voyez, alors ça c'est pareil, on retrouve le quadrilatère, hein, puisque là, notre cerveau, lui, entend bien qu'il s'agit d'un format régulier, hein.
on voit bien que c'est des quadrilatères, des faux cubes, enfin, et qui sont soudés. C'est un objet assez mystérieux, comme ça. Et moi, je le photographie de telle manière. Je me souviens avoir attendu longtemps pour photographier ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ce que je pressentais, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est que, vous voyez, tout à coup, ici, là, on n'a plus le carré, on n'a pas de carré. Pourtant, vous savez bien que c'est un carré, vous entendez bien que c'est un carré. Et puis, mais le carré, vous l'avez là, dans l'ombre, dans sa représentation virtuelle. C'est-à-dire que le soleil, lui, est l'ombre, le travail de la lumière, c'est-à-dire que, quelque part, la chose la plus irréelle du monde, enfin, au sens où ça a un sens de parler de réel ou d'irréel, tout à coup rétablit une partie de la vérité, hein, par une espèce d'esquisse axonométrique, disons, et en même temps, ici, également une axonométrique, quoique mon frère m'a contesté ça en me disant « Mais non, Pascal, ça va rejoindre, ça va faire des lignes de fuite à un moment, c'est évident. » Mais il a raison, mais j'ai aussi raison. Et je veux dire par là que ce qui est beau, c'est plutôt la question, je veux dire, la parabole qu'il y a autour, naturellement. Celle-ci aussi, c'est une photo complètement différente, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de prendre. C'est une femme, donc c'est une femme sans tête, je suis désolé. Mais on voit, c'est dommage, on voit mal parce que ouais, je ne sais pas si je pourrais améliorer ça, mais en fait là je regrette parce que on voit. Vous voyez les reflets derrière? J'aime aussi l'idée de ce contraste saisissant entre cette femme et son reflet, c'est-à-dire peut-être c'est mieux, vous voyez, c'est-à-dire que je photographie en fait une vitrine, comme vous en êtes douté, mais ce que je vois n'est pas la chose qui est. C'est-à-dire que ça, c'est des paradoxes qu'on retrouve aussi dans la création musicale avec la psychoacoustique, vous voyez. C'est-à-dire que je photographie devant quelque chose qui est derrière moi. Et en même temps, elle est devant, puisque je la vois devant moi. Et ça me permet cette association, je trouve, assez amusante entre la pureté comme ça, de cette femme blanche, c'est une robe de mariée sans tête. Alors là, je laisse les psychanalystes s'amuser, mais en même temps, cette forme qui est en même temps beaucoup plus complexe que ce que vous pouvez imaginer sur la photo, en fait, parce qu'on le voit assez mal. Il y a plusieurs plans, il y a des devants, des derrière, il y a des sous-couches, comme ça. Et moi, quand j'écris de la musique, quand j'écris, je pense à des choses comme ça. Par exemple, le début d'Extenso que vous avez entendu tout à l'heure est une musique qui est conçue comme ça, avec Jacques Amblard, évidemment, on fait une interprétation très, très judicieuse. Mais par exemple, je ne pense pas à ça, moi, quand je fais la chose. Mais je pense plutôt à des choses comme ça. C'est-à-dire que je vois tous ces espaces qui sont les uns derrière les autres et ça me fait réfléchir, interpréter les couches de l'orchestre de façon très différente et les faire remonter, si je puis dire, ressurgir l'une sur l'autre comme des ombres et des reflets. Et la dernière photo, celle-là, les autres photos ont été prises à Lisbonne, je me souviens, la première. Après, je crois, je ne sais plus où, et à Rome, et là on est en fait tout simplement à Paris. Alors celle-là, c'est vraiment aussi une image que j'appelle paradoxale, qui m'intéresse beaucoup aussi pour des questions musicales, parce que, vous voyez, on voit bien que ici c'est une vitrine, quoi. Hein. Vous le comprenez tout de suite que c'est une vitrine, parce que vous avez un reflet comme ça. Et puis vous voyez bien qu'ici, il y a des tas de choses qui se passent. Évidemment, un vrai beau tirage barité, on voit beaucoup plus de choses. Ici, il y a de la profondeur, là. C'est-à-dire que vous ne faites pas que seulement voir, vous voyez, en diagonale, hein, et on va y venir d'ailleurs à la diagonale encore. Mais il y a encore comme un espace dans l'espace qui est transparent. Ici, on a ces voitures, on a toutes ces ombres. Vous voyez, là, c'est pareil, l'objet réel ici, en fait, est plutôt vrai dans son ombre. Et puis, vous voyez bien qu'ici, on pense, voilà, c'est une porte vitrée, et puis il a pris sa photo, il est derrière la porte vitrée, il y a une partie là, avec de la glace, et là, pas du tout. Mais non, ce calicot-là, d'où il vient, ce calicot? Ça veut dire qu'il est également, il n'est pas dans l'air, c'est un scotch. Vous
voyez, c'est un signe, c'est de la publicité de je ne sais quoi qui est là, donc c'est collé sur une vitre. Alors, ça veut dire que la vitre est devant, et j'ai photographié la chose comme on voit, hein, à travers une vitre. Et tout serait simple. Eh bien, non. Voyez, bus, c'est à l'envers. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui fait que l'image que vous voyez n'est pas l'image, mais l'arrière de l'arrière d'une image. Ça veut dire que tout à coup, vous prenez conscience de en quelque sorte, l'aporie de l'image, le paradoxe que contient cette image. Alors ça, c'est des choses que j'aime énormément faire parce que, au-delà même de la photographie, la structure elle-même me passionne parce que je sais que dans mon travail de musicien, je retrouve ces questions-là en permanence. Et plus que la musique nous permet aussi une chose merveilleuse, c'est de renverser les choses. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous faites do, ré, mi, ben vous renversez si vous faites mi, ré, do, par exemple. Vous voyez, vous pouvez faire des rétrogrades, tout ça, des choses. Vous pouvez faire des devants, des derrière, des choses comme ça. Alors, je reviens à l'axonométrie qui, comme on le voit, propose, enfin, on l'a compris, propose une vision abstraite et irréaliste d'un objet réel. Mais on a déjà vu par ces exemples que ma question est déjà d'un autre ordre, puisqu'elle s'intéresse surtout et de façon générale à former des espaces aporistiques. À ce sujet, Roland Barthes aimait présenter la création littéraire comme une quête doublement aporistique, se tentant à la fois de rendre compte d'un possible réel et au même instant de dire l'impossible. C'est d'ailleurs la leçon inaugurale, je tirais ça de la leçon inaugurale de Roland Barthes, qu'il a prononcée en ces lieux, donc au Collège de France, le 7 janvier 1977. Alors mon l'enjeu est de montrer en quoi ces deux termes ne sont pas contradictoires, même pour un compositeur de musique, où la question du réel ne se pose pas, il me semble. Par exemple, je n'ai aucune réponse à cette question. C'est quoi le réel en musique? Alors évidemment, je n'ignore pas que bien des philosophes en parlent. Il n'empêche que moi, je ne sais pas répondre à cette question. C'est quoi le réel en musique? C'est pour ça que l'axonométrie fut pour moi un principe de pensée extrêmement riche, l'axonométrie ou la perspective, car il me permettait d'envisager de fusionner et de confondre des objets musicaux incroyablement différenciés dans leur nature par simple projection de l'un sur l'autre et en inventant à chaque fois des règles arbitraires de correspondance. C'est un peu comme si, à l'instar de la règle axonométrique qui exige que toutes les droites restent parallèles entre elles, tous les matériaux envisagés étaient semblables. Mais encore une fois, c'est une image allégorique, presque abusive. Ainsi, la référence technique, et là je me répète, n'est pas une technique, et encore moins un principe. Je ne fais pas de théorie parce que je pense qu'il ne peut y avoir de vérité en musique. En revanche, j'ai besoin d'outils pour construire les chants de ma musique et jouer avec. Pour cela, j'en invente sans cesse. Et ce jeu-là n'a pas de limite. Ces jeux sont souvent contraires dans leurs applications et ne me servent qu'à certaines conditions, afin de résoudre des questions, ou si l'on veut des problèmes, de construction musicale. Ce sont presque au fond des ready-made. Je vais chercher quelquefois ça. Je ne me préoccupe jamais de cohérence stylistique ou même de cohérence tout court. Enfin, je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'intéresse à la ratio. Je ne cherche pas... je ne cherche pas de hiérarchie, au fond, à l'intérieur de tout ce que je vais chercher. Et alors, je vais vous donner un exemple assez simple, mais qui en même temps est pour moi
assez emblématique parce qu'il est à l'orée de beaucoup de recherches, au fond, et en tout cas d'affect extrêmement fort sur la question de la forme. Alors la forme. Une forme en musique, c'est bien quelque chose qui va d'un point à un autre, n'est-ce pas? Cette forme est construite sur de multiples flux d'énergie qui, traditionnellement, sont considérés comme interdépendants. Au contraire de cette démarche qui semble naturelle au compositeur, j'ai quelquefois associé dans le même mouvement des paysages ou des origines opposées, c'est-à-dire construire une partition à partir d'un élément capable d'engendrer sa propre contradiction. Un de ceux que j'affectionne le plus est le chant populaire, ou prétendu-tel. Alors le chant populaire m'est apparu comme la possibilité d'une expression, enfin de construire quelque chose qui relevait de mon expression conçue sur des éléments antithétiques. Alors j'ai eu cette idée pour deux raisons. La première est que j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qui relève du domaine du chant populaire. Je m'en suis servi à différentes reprises dans mon travail, dans des pièces comme For All, qui est une pièce pour deux clarinettes basses et deux sopranos, E2, In and Out, et qui sont toutes les trois conçues sur de la musique de jazz, car le jazz a eu beaucoup d'importance dans ma vie. Ou Axe, qui est une pièce que nous verrons en détail dans la séance du 2 mars, Oé, sur de la musique arabe. J'ai aussi un amour très profond des musiques orientales. J'ai même utilisé ou Imago, qui travaille la question du vrai faux chant populaire, puisque j'invente la tradition, si j'ose dire. Enfin, je veux dire, ça, c'est amusant à raconter, parce que Imago, c'était une commande de Sonia Vidar-Atherton, et qui désirait que j'arrange de la violoncelliste Sonia Vidar-Atherton, qui désirait que j'arrange des chants d'origine méditerranéenne. Et puis, j'ai commencé ce travail, elle m'avait fourni des chants andalous, hébreux, des choses très belles comme ça, qui venaient d'Égypte. Et puis alors, à la faveur d'un déménagement, j'ai tout perdu. J'ai complètement perdu, j'avais 3-4 pages de notes, comme ça. Alors, j'ai trouvé que c'était en fait un très très joli lapsus, encore une fois, hein, parce que je crois que j'ai fait exprès de perdre ça. Au moins. Et puis, alors, j'ai réinventé les choses, le souvenir. Alors, j'ai travaillé sur une sorte de palimpseste, comme ça, comme une idée de l'idée de l'idée. Et puis, pour continuer, sur la question des chants populaires, j'en ai utilisé aussi dans mon premier opéra, Roméo et Juliette. Alors, c'est des chants révolutionnaires. Et même dans mon 4e opéra, Perella, j'utilise des fanfares, comme ça, ou même des chants d'enfants qui sont retravaillés totalement. D'ailleurs, à propos des chants d'enfants, j'ai actuellement un très très beau projet dont je peux vous confier, enfin, vous en parler. J'étais invité par le musée de Houston aux États-Unis à leur proposer une installation plastique, comme ça, un grand projet plastique, et que je vais entièrement faire, que je suis en train de concevoir, mais c'est pour 2009, mais c'est toujours comme ça dans ce métier, entièrement autour des chants d'enfance. Ce n'est pas des chants d'enfants, des chants d'enfance. Alors, toute cette introduction pour introduire un peu Ipso. Ipso est une pièce pour clarinette que j'ai conçue en 1994 pour Armand Angster, qui est avec nous ce soir. Elle prend place dans mon catalogue, après mes opéras Médéa et To Be Sung, deux projets scéniques que tout oppose dans la forme et le fond. Ipso est ce que je nomme un satellite, c'est-à-dire une de ces nombreuses pièces solistes ou de petites dimensions que j'ai écrites à côté ou pendant la composition d'une autre. Ipso, par exemple, est le satellite d'Extenso, dont vous avez entendu quelques mesures tout à l'heure. Je voudrais vous montrer à présent, avant qu'on rentre vraiment dans la partition,
de Ipso, ce qui relève au fond des gestes dont j'ai parlé, et vous allez voir que, au fond, tout ça a peut-être quelques suites dans leurs idées. Vous voyez ici, ces quadrilatères faux, ces faux quadrilatères comme ça. Alors imaginez que ceci est un petit champ comme ça, vous voyez, avec cette espèce de ligne comme ça. C'est comme une petite mélodie, ça pourrait être la petite mélodie que vous allez entendre tout à l'heure, par exemple, quand Armand Angster jouera. Et vous voyez qu'il y a comme une projection comme ça, c'est-à-dire que chaque point est associé avec des parallèles, donc des espaces axonométriques, n'est-ce pas, selon une, comment on pourrait appeler ça, pardonnez-moi, c'est-à-dire que le passage de cette ligne-là à cette ligne-là, par simple projection axonométrique, vous voyez bien que la simple projection me permet de toucher un espace complètement différent et engendre, vous voyez, une ligne qui n'a rien à voir. Vous voyez bien qu'ici, elle est toute serrée, et puis là, tout d'un coup, elle monte. Si on considère, par exemple, qu'on est dans un espace hauteur-temps, ce n'est pas très difficile de voir que cette petite ligne serait quelque chose qui ferait et que ça, ce serait quelque chose qui ferait que ça, qui monterait très haut. Et voyez-vous, comme si on reprend la projection axonométrique, donc par parallèle simple, sur le degré 0, moins 0 de l'axonométrie, tout à coup, eh bien, par aussi un ensemble de règles que je ne développe pas nécessairement ici, mais hop, tout d'un coup, vous avez une ligne complètement différente. C'est-à-dire que de là à là, vous avez trois espaces, par exemple, imaginons que c'est de la musique, trois espaces qui, par simple projection de l'un sur l'autre, deviennent totalement différents de l'un à l'autre. Alors là, je déploie les choses, vous voyez. Imaginons que, souvenez-vous, la petite image que vous avez vue, eh bien, c'est ça. Souvenez-vous, dans cette image-là, imaginons, alors évidemment, j'ai fait ça à la main, donc ce n'est pas toujours très, très précis, vous me pardonnez, mais enfin, ce qui est important, c'est les principes, là. Vous voyez, imaginez ça, c'est la première ligne. Alors, vous voyez, ce serait une chose comme ça, musicalement, pour les musiciens. Celle-là, la ligne, vous voyez, comme elle est très différente, vous voyez dans la portée, comme tout à coup, elle s'est extendue. Vous voyez, on revient à extenso, extendre, vous voyez. Et la troisième, par exemple, qui serait un mouvement qui monte, qui descend et qui remonte. Et puis, pourquoi pas inventer une autre règle? Par exemple, que ces trois éléments, eh bien, on les met l'un côté de l'autre, et ça produit cette nouvelle mélodie-là. Vous voyez comme on est passé par projection spatiale, par la méditation que je vous propose, à partir des espaces axonométriques perspectiviques, ces visions, au fond, comme ça, par les photographies, comme tout à coup, tout peut se rejoindre dans la musique. Alors là, vous voyez, j'ai recréé un espace à 3 dimensions, et puis je repropose une nouvelle formulation de la chose, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai fait une autre ligne là, et puis une autre ligne là, et puis encore une autre. Alors ça, imaginez que c'est une petite musique, vous voyez, et vous voyez que par projection, tout d'un coup, celle-là, vous voyez que les points communiquent toujours à chaque fois. Et vous voyez comme la ligne est différente. Alors imaginez que c'est de la musique. Imaginez que cet espace créé, n'est-ce pas, tout d'un coup se projette sur un autre, et puis sur un autre, et qu'on obtient cette espèce d'élongation, cette extenserie, comment dire, vous voyez, cette extension perpétuelle qui, à chaque fois, si on reconduit un sens entre les lignes, par exemple, imaginez que si vous allez là, eh bien vous revenez par là, que tout à coup, le caractère premier de l'origine a totalement disparu par allongation, un peu comme un chewing-gum, mais un chewing-gum dont la tension serait modulée par des forces contraires, ces forces contraires antithétiques dont je parlais tout au début de mon cours. Et comme tout à coup, tout se rejoint, c'est-à-dire la question de la variation, car que se passe-t-il d'autre qu'une variation, au fond? Qu'une variation qui est une projection d'un espace, mais une
projection presque chimique d'un espace sur l'autre, voyez-vous? C'est-à-dire, que fait finalement quelqu'un comme, je dirais, Beethoven dans les variations d'Abelli, qui est une œuvre qui me hante perpétuellement? Il fait des choses comme ça, par simple élongation d'un espace à l'autre, allongation, devrait-on dire. Tout à coup, la matière se transforme à l'intérieur. Mais vous ne reconnaissez plus les règles, parce qu'à chaque fois, les règles disparaissent. Vous voyez ici, on a les premières mesures d'Ipso que vous allez entendre, et par projection, vous voyez, j'invente un système, je recrée ces lignes axonométriques, je stoppe à la courbe, et vous voyez, là, on a 5 autres notes qui sont dans un registre complètement différent. Vous voyez, ici, on retrouve des superpositions d'espace, c'est-à-dire que toutes les lignes sont à chaque fois les unes dans les autres, et comme un feuilleté, comme ça, et à la vérité, ce feuilleté produit la forme, mais la forme est toujours produite par un ensemble de décisions totalement arbitraires. C'est-à-dire c'est un jeu, mais ce jeu-là pose et exige et invente différentes règles. Le projet d'Ipso n'est au fond que la simple dérivation d'un espace sur l'autre. Au plan sonore, et plus précisément musical, c'est au fond comme si cette pièce franchissait un pont entre un monde rural, et vous allez le comprendre dans quelques minutes, et un monde sonore plus contemporain. Ipso est donc construit sur deux mondes d'apparence opposée. D'une part, un petit chant populaire d'allure un peu moldave, quelque chose de l'Est européen semble poindre dans la mélodie que vous allez entendre tout au début, et progressivement s'éloigner par écarts successifs et déplacements de son plan d'origine. Chaque ligne des ondes populaires inscrit en projection diagonale son propre double axonométrique. Vous voyez, à chaque fois, le premier résultat que j'obtiens est un allongement des formes, les valeurs s'étendent et semblent se dilater, puis finalement, progressivement, l'ambitus va s'élargir jusqu'à perdre toute origine vocale tant les intervalles s'écartent l'un de l'autre. Alors là, je vais inviter mon ami Armand Xter, qui est le créateur dédicataire quasiment de toutes mes pièces avec clarinette. Alors je vais demander à Armand de jouer les premières mesures, là, mais sans les dynamiques, hein, comme s'il déchiffrait, qu'il ne connaissait pas bien l'œuvre. Alors vous entendez cette petite mélodie un peu enfantine, cette chose un peu comme ça, de l'Est, enfin on ne sait pas trop, ça peut être aussi un chant d'enfant, ça pourrait être... C'est en tout cas une mélodie qui repose sur quelques notes, comme le disait Jacques Amblard, dans un intervalle très, très court, effectivement celui de la voix humaine. Et la première modification que la première dégradation que je vais opérer sur cette petite mélodie, c'est par l'intensité, en fait. C'est-à-dire que je vais brutaliser un peu comme dans un checker, vous voyez, comme si on secouait la matière, en écrivant une ligne d'intensité très, très contrariée. Et là, Armand va nous faire ça encore. Alors vous voyez que là, que cette mélodie tout à coup est sculptée un petit peu de l'intérieur, c'est-à-dire que tout à coup elle prend un profil tout différent. Évidemment, vos oreilles, votre cerveau a entendu la même musique. Mais tout à coup, vous sentez qu'il y a bien quelque chose qui se stresse à l'intérieur et qui se tresse même. Comme ça, c'est comme s'il y avait une compression supplémentaire. Alors, cette mélodie va subir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à l'instar des images que vous avez vues, par projection. Par exemple, je vais utiliser cet espace, comme ça, cet espace rural, comme je le dénommais tout à l'heure, et je vais
l'encager littéralement et l'étirer et le projeter sur des espaces très très différents qui font que la matière sera progressivement dégradée. Quand je dis matière dégradée, ça veut dire son origine, comme ça, va disparaître au profit d'un autre monde, cette rive opposée dont je parlais tout au début de la leçon. Là, j'aimerais vous faire entendre avant un autre exemple qui est en fait un autre système, enfin, si j'ose dire système qui existe dans cette petite pièce, mais qui existe dans beaucoup de mes musiques, qui sont des petits tourbillons, comme si les notes désiraient se tresser ensemble. Hein. À la vérité, je dis, elles s'encagent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des petites cages à mouvement, un petit peu, vous savez, comme lorsqu'on regarde le bord de l'eau, et ça c'est un phénomène que j'aime beaucoup observer, quand on regarde une rivière ou la mer même, il y a des petits tourbillons comme ça qui restent sur eux-mêmes. C'est un phénomène qui captive beaucoup les physiciens, les thermodynamiciens, les morphogénistes. En tout cas, moi, de façon très poétique, j'aime beaucoup cette matière, tout d'un coup, observer cette matière. Et musicalement, ça peut donner des choses. Alors, Armand, est-ce que tu pourrais jouer en fait l'exemple... quel exemple je t'ai demandé, pardon? L'exemple 3. Oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est le 3. Voilà, merci. Donc vous avez vu cette matière qui est prise elle-même dans son processus et qui se bloque. Alors, on va arrêter là les exemples et je vais vous laisser découvrir la pièce maintenant, simplement sans avoir pris le temps de faire une analyse. De toute manière, je ne ferai jamais d'analyse ici au Collège de France, mais si j'ai voulu ces quelques exemples, c'est d'une certaine manière pour que votre oreille, qui commence à être fatiguée un peu de ma parole, je peux le comprendre, et quelque chose de cette atmosphère, que vous ayez une couleur harmonique, et vous allez voir comment cette couleur, comment ce chant, très progressivement, va devenir quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire, comme je le citais tout à l'heure, ce rivage opposé. Voilà, ipso pour clarinette solo.